Madame Bonneton, la parole est à Madame Jeannine Dubié pour le groupe RDP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Madame et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Nous arrivons au terme de nos débats sur ce projet de loi relatif à la consommation après presque 6 mois de travail. Au cours des examens successifs à l'Assemblée comme au Sénat, vous avez pu vérifier, Monsieur le Ministre, que votre texte a suscité l'intérêt des parlementaires. C'est un projet de loi ambitieux. Il aura des conséquences directes sur la vie quotidienne de nos concitoyens et restera probablement un des textes majeurs de la mandature pour la Commission des affaires économiques. Tout au long de nos séances d'examen parfois tardives, en commission et dans l'hémicycle, nous avons eu des échanges nourris, passionnés, parfois même un peu heurtés, mais toujours courtois. Force est de constater que l'investissement des parlementaires à gauche, au centre et à droite a donné lieu à des améliorations significatives que les députés du groupe RRDP tiennent à saluer. Pourtant, le contexte économique fortement dégradé que notre pays traverse ne nous aide pas. Baisse du pouvoir d'achat, baisse de la consommation, stagnation du chômage, croissance en berne, nécessité absolue de maîtriser les dépenses publiques, hausse des prélèvements obligatoires, vent de révolte chez certains de nos concitoyens, 10 années de politique injuste dans la répartition des efforts et une tendance structurelle de mutation et de recomposition de l'économie mondiale ne facilitent pas la tâche pour répondre aux attentes des Français. Cette conjoncture nous impose des contraintes fortes et limite de fait notre marge de manœuvre. Avec l'ensemble des mesures prises depuis 1 an et demi pour redresser la France dans la justice, le gouvernement nous montre que cette crise doit nous servir de tremplin pour bousculer les corporatismes, faire bouger les lignes, pour réduire toutes les poches d'inefficacité économique et améliorer la régulation des rapports économiques entre les agents. C'est l'ambition de votre projet de loi et les députés RRDP la soutiennent avec détermination. Rendre du pouvoir d'achat aux consommateurs passe nécessairement par l'instauration de mécanismes de marché plus efficients, par l'adoption de règles favorisant une consommation plus durable, plus équitable, plus respectueuse des droits des consommateurs. Être à la hauteur de tous ces enjeux tout en favorisant la consommation, c'était ambitieux. Ça demande un réglage fin des mesures et une habileté proche parfois de l'acrobatie. Globalement, le projet de loi issu de nos travaux est équilibré et répond à des attentes importantes exprimées par les consommateurs comme par les acteurs économiques. Pour la protection des consommateurs, vous avez fait un choix clair, celui de rompre avec des paradigmes économiques illusoires sur la rationalité du consommateur en tant qu'agent économique apte à faire valoir ses droits par lui-même. Pour la régulation des acteurs économiques, vous voulez inverser la tendance en choisissant le renforcement du rôle de l'État comme garant de l'ordre économique, protecteur des consommateurs comme de la compétitivité de l'économie. Vous avez fait, nous semble-t-il, les bons choix. Les députés radicaux croient profondément à la liberté individuelle, mais nous sommes conscients que la complexité croissante des sociétés contemporaines limite la rationalité des agents et exige une régulation forte. Au final, avec tous les amendements adoptés jusqu'ici, nous avons un texte dense qui touche à de nombreux domaines. Il va instaurer l'action de groupe simplifiée, le fichier positif, les indications géographiques pour les produits, le fait maison, la traçabilité des ingrédients des plats cuisinés. Et à ce propos, Monsieur le Ministre, je veux encore une fois vous remercier d'avoir tenu l'engagement pris dans cet hémicycle pour œuvrer auprès de la Commission européenne et vous remercier également de votre détermination sur ce sujet. Votre texte également améliore l'encadrement législatif des délais de paiement, du régime des clauses abusives, du crédit à la consommation, de la résiliation des contrats d'assurance, de l'augmentation du délai de rétractation en matière de e-commerce et de vente à distance, ou encore augmenter les moyens d'action et les pouvoirs sanctions de la DGCCRF. J'espère que ça s'accompagnera aussi d'une augmentation de moyens. Il améliore l'équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. C'est donc bien qu'une réforme structurelle de l'économie française visant à rééquilibrer l'ensemble des relations économiques en assurant leur équité entre les entreprises et les consommateurs ou entre les entreprises elles-mêmes. Cette nouvelle régulation économique renforcera la confiance et stimulera
la croissance potentielle. Cela dit, les attentes sont immenses et pour les Français, ce qui compte finalement, c'est le pouvoir d'achat. C'est ce qui leur permet de vivre au quotidien. Nous sommes attentifs et voulons agir sur les chiffres macroéconomiques, taux d'inflation, taux de croissance du PIB, taux d'emploi, taux d'intérêt pour les emprunts d'État. C'est très important et nous devons le faire. Mais le cœur de notre action, au-delà de ces chiffres, c'est aussi de rendre de l'espoir à nos concitoyens en adoptant des mesures fortes qui améliorent directement la vie quotidienne. Et je pense en particulier aux plus fragiles. À l'heure où nous allons faire des choix probablement définitifs sur ce projet de loi, n'oublions pas ceux qui souffrent le plus de cette crise, ceux qui en subissent les conséquences les plus rudes. N'oublions pas que c'est à eux et pour eux que doit s'adresser en priorité ce projet de loi. La consommation reste, nous dit-on, un des seuls moteurs de la croissance encore vigoureux. Nous sommes bien conscients de la nécessité de la protéger afin de relancer l'investissement et l'emploi. Mais pendant les débats sur les amendements, nous allons devoir faire des choix. Ce projet de loi est sous la double contrainte de concilier les deux objectifs importants pour la France, maintenir un niveau élevé de consommation et renforcer la protection des consommateurs. Ces deux objectifs ne sont pas nécessairement contradictoires. Mais parfois, nous le verrons, donner la priorité à la consommation se fait au détriment des consommateurs les plus défavorisés. Je pense en particulier à la partie du texte relative au crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. Nous pensons que nous pouvons encore améliorer l'équilibre de ce texte. Comme beaucoup de collègues, quels que soient les bancs où ils sont assis dans cet hémicycle, nous pensons que nos débats en séance publique doivent nous permettre de remédier à certaines lacunes persistantes. En effet, sur le crédit à la consommation et tout particulièrement sur le crédit renouvelable, comme sur les relations fournisseurs-distributeurs, nous pouvons faire mieux. Nous l'avons dit, le contexte économique dégradé auquel la France doit faire face nous oblige à être plus audacieux. Les députés radicaux veulent être un partenaire fiable de la majorité qui privilégie une approche lucide. Concernant la lutte contre le surendettement et l'encadrement du crédit à la consommation, vous avez choisi de mettre en place le fichier positif pour éviter le crédit de trop, pour lutter contre le surendettement et responsabiliser les prêteurs. Vous connaissez les doutes et réserves des parlementaires radicaux et apparentés sur ce fichier positif. Vous les avez entendus à l'Assemblée comme au Sénat. C'est un vieux débat qui transcende les clivages partisans. Les plus farouches partisans de ce fichier sont nos amis de l'UDI, qui ont déposé depuis 2003 d'innombrables propositions de loi et amendements pour le mettre en place. Les opposants les plus déterminés se retrouvent sur tous les bancs. Le fichier va rationaliser la distribution du crédit. Il va permettre à certains qui en sont privés aujourd'hui d'y avoir accès. Il bloquera l'accès au crédit aux personnes dont la situation financière est précaire et tous ceux pour qui ce crédit ne serait pas soutenable. Il va responsabiliser les organismes prêteurs et permettra de mettre fin à des comportements irrationnels, bien connus et souvent médiatisés de ceux qui, souvent dans des situations de détresse, souscrivent 10, 15 ou 20 crédits. Ainsi, les cas très minoritaires de surendettement liés à l'excès de crédit seront théoriquement évités. C'est autant de drames humains en moins. Ce fichier répondra certes à ces situations, mais à quel prix ? Et posons-nous la question. Est-ce que nous n'aurions pas pu répondre à ces problématiques par d'autres moyens plus adaptés ? Les députés radicaux sont convaincus que les mêmes réponses et les mêmes avancées positives auraient pu être données par des moyens plus simples, moins coûteux et surtout plus proportionnés. Le Conseil d'État l'a écrit, le fichier positif est un dispositif disproportionné. C'est un dispositif lourd, complexe, long à mettre en place, potentiellement attentatoire aux libertés publiques, et c'est un dispositif au coût qui nous semble prohibitif. Pour vérifier la solvabilité réelle de l'emprunteur et responsabiliser les établissements de crédit, nous avions d'autres possibilités plus simples, plus efficaces et moins coûteuses. Pour évaluer le reste à vivre, nous aurions pu mettre en place une attestation de la banque pour les candidats au crédit mentionnant le delta entre les revenus et les dépenses contraintes récurrentes. Nous aurions pu encadrer plus durement les conditions d'acceptation du crédit avec des mesures comme la déliaison entre la carte de crédit et la carte de fidélité, la limitation du crédit renouvelable ou l'interdiction du crédit sur le lieu de vente. Il y avait beaucoup de mesures de ce type à mettre en place pour donner des réponses plus simples, moins attentatoires et moins coûteuses. Je ne peux m'empêcher de penser à tout ce que nous pourrions faire avec les 500 à 700 millions d'euros que le fichier va coûter pour toutes les personnes en situation précaire et en situation de surendettement. Il n'est pas absurde d'imaginer que ces sommes d'argent auraient été peut-être plus utiles pour développer des actions d'accompagnement auprès de ces personnes en grande difficulté matérielle. Je pense par exemple aux actions déjà conduites par les associations qui accompagnent des personnes en situation de précarité. Ces associations en auraient bien besoin, car à moyen constant, elles sont de plus en plus sollicitées.
mais aussi à la désignation d'un référent social en cas de dépôt d'un deuxième dossier de surendettement auprès de la Banque de France, afin de ne pas laisser ces personnes dans le désarroi. Ou encore, ouvrir la possibilité d'accès à des prêts à taux zéro pour faire face aux dépenses contraintes et dépenses que vous avez évoquées, Monsieur le ministre, tout à l'heure dans votre présentation. L'immense majorité des personnes en situation de surendettement est d'abord victime d'un manque de ressources. Ces personnes ont avant tout besoin d'aide, de pédagogie et d'accompagnement personnalisé. Nous vous proposerons donc quelques amendements dans la lignée de ceux que nous avions présentés notamment pour encadrer plus durement la distribution du crédit renouvelable, qui est à la fois toxique socialement et inefficace économiquement. Enfin, je tiens également à aborder la question des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. En instaurant une convention annuelle et en définissant son contenu en 2008, le législateur voulait garantir une véritable négociation commerciale qui ne favorise pas les acteurs dont la position de négociation est la plus forte. En effet, les pratiques commerciales montrent constamment des abus de la part de ceux qui bénéficient de ces positions. Or, le déséquilibre des relations commerciales aboutit nécessairement à des rentes abusives, directement liées à ces positions de négociation dominantes, ce qui constitue des déséquilibres de marché et des poches d'inefficacité économique. La LME devait permettre de baisser de 5% les prix, mais depuis son application concrète, les prix ont continué à augmenter et les conventions annuelles ne permettent pas de caractériser la substance même de cette négociation en raison de l'absence de contrepartie réelle ou de l'impossibilité de les vérifier. Nos travaux nous ont permis d'avancer sur un certain nombre de points. Nous proposerons des amendements pour renforcer réellement l'équilibre. Je pense par exemple à la publication des sanctions en cas de récidive. La consommation n'est pas et ne sera jamais capable de répondre aux aspirations essentielles de l'épanouissement de l'être humain. Mais avec une régulation économique efficace et un cadre juridique clair et protecteur, nous pouvons donner à la France les moyens d'un développement apaisé des relations commerciales. Au final, nous sommes convaincus que ce projet de loi apportera de nombreuses améliorations importantes et nous permettra modestement de nous inscrire dans la tradition française de nation solidaire. Pour ces raisons, et malgré nos réserves sur des points précis, nous abordons cette deuxième lecture dans un esprit très positif. Merci, Madame.